Bonjour à toutes et à tous, ou peut-être plus précisément à celui ou à celle qui sera amené à regarder cette vidéo. Amené à regarder cette vidéo en temps de confinement peut-être, ou beaucoup plus tard, en 2022, 2023, 2025. Si jamais quelqu'un regarde cette vidéo en 2022, 2023 ou 2025, c'est plutôt bon signe, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a survécu. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où est tournée cette vidéo, nous sommes en période singulière dite de confinement. Et c'est aussi peut-être le pourquoi de cette vidéo, de ces différents modules de vidéo plus précisément, qui parleront d'art oratoire, d'éloquence. Je veux utiliser ce moyen de communication pour tenter d'apporter, de partager des connaissances sur l'éloquence, des méthodes pour s'améliorer. C'est l'occasion finalement, ce confinement, de faire ces vidéos-là. Paul Valéry disait « On ne sait plus féconder l'ennui ». Prendre le temps du confinement pour faire ces vidéos, finalement, c'est réussir à féconder l'ennui. Et confiné dans l'égoïsme du confinement, finalement, c'était l'occasion pour moi d'essayer de partager des méthodes, des techniques, une vision sur l'éloquence. Des vidéos qui pourront être regardées beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'avantage qu'a ce moyen de communication. Parce que, pour ne rien vous cacher, c'est extrêmement bizarre d'avoir affaire à une caméra et une pomme. J'ai rien d'autre en face de moi que mon iPhone. Donc la première chose que je dois à celui ou à celle qui regardera cette vidéo, c'est une excuse. Une excuse parce que toute intervention sans un auditoire, sans un auditeur vivant en face, est forcément de modeste facture comparé à ce que cela aurait pu être avec un public qui rend si vivant l'intervention. L'orateur, stricto sensu, celui qui parle, n'est rien sans celui qui écoute. Alors j'ai bien pensé à solliciter ma voisine. Elle a commencé à tousser, je me suis dit que je le ferai uniquement devant mon iPhone. Donc ces vidéos-là, finalement, si elles peuvent servir à une seule personne, j'ai déjà toute ma justification, mais le confinement était l'occasion de partager ces visions sur l'éloquence. L'occasion aussi, pour la simple et bonne raison que dans les semaines qui suivent, puisqu'a priori on est parti pour un confinement qui va durer le temps d'un quinquennat, nombre de conférences étaient prévues. Je ne pourrais pas les honorer. La visioconférence, je ne suis pas sûr d'en avoir les compétences. Mais faire une vidéo, c'est aussi un moyen finalement de combler un peu cet effet regrettable du confinement du chacun chez soi. C'est qu'aucune des conférences qui étaient prévues ne pourront être honorées. Donc j'ai là l'occasion finalement de faire quelque chose. Alors, je vous dis tout de suite, je vais essayer de vous apporter le plus d'éléments possible, le plus de connaissances possible, mais je ne veux pas faire 12 prises. J'aimerais garder le plus possible l'authenticité qui aurait été la mienne devant un auditoire. Il n'y a qu'une seule instance devant un public, c'est là tout de suite maintenant. Donc je ne reprendrai pas cette vidéo, je vais me laisser porter par mon plan et par les vagues des idées. Mais voilà, qu'il y ait une forme d'authenticité plus ou moins proche que celle qui aurait pu avoir lieu devant un public. Donc il y aura peut-être des répétitions, il y aura peut-être quelques liaisons douteuses, voire dangereuses dans mes propos. Mes excuses par avance si je devais être sacrilège à la langue de Molière. C'est les aléas du direct qui n'est pas vraiment indirect. Alors, ces vidéos-là, elles vont être composées en différents modules. La première vidéo, donc après cette petite introduction et ce préambule, je vais diviser en plusieurs vidéos. Il y aura une grande vidéo, les vidéos seront de longueurs inégales à mon avis. La première vidéo aura trait à ce qui revient le plus souvent comme questionnement, comme étonnement, comme doute ou comme sujet à quelques controverses et quelques incompréhensions, celui
de la question de savoir, est-ce qu'il faut écrire un discours? Est-ce qu'il faut préférer ne pas écrire un discours? Et dans ce cas-là, que faut-il écrire? Faut-il improviser? Et le cas échéant, qu'est-ce que l'improvisation? Donc ça, ce sera l'objet vraiment d'une première vidéo où on parlera finalement du verbal. Préférer l'improvisation préméditée à la préméditation absolue de chaque phrase mise bout à bout sur une feuille de papier. Non au discours intégralement rédigé, mais non à l'improvisation suicidaire. Finalement, ce sera l'objet vraiment de la première vidéo. Qu'est-ce que l'improvisation? Pourquoi préférer cette forme d'improvisation? Et comment on parvient à cette forme d'improvisation? Quels sont les travaux nécessaires au préalable, qui est parfois un travail de longue haleine, mais comme disait Schopenhauer, tout ce qui est excellent mûrit lentement. Comment parvenir donc à confectionner un plan qui sera le fil d'Ariane de l'orateur au moment du discours et qui lui permettra de s'émanciper de cette mort de l'éloquence qu'est un discours intégralement rédigé. Une vidéo sera également consacrée, toujours dans ce module du verbal, à l'importance de savoir trouver des formules qui marquent, des formules pertinentes dans un discours. L'importance des formules peut être un art, mais assurément pas un artifice, c'est pas la petite phrase pour la petite phrase. Comment trouver des bonnes formules qui marqueront votre auditeur, votre auditoire. Et dans un deuxième module de vidéo, il s'agira de parler, alors selon l'expression consacrée, du non-verbal. Le non-verbal, donc, c'est tout ce qui a trait finalement au corps. L'orateur est toujours un corps en action. C'est une souffrance, croyez-moi bien, d'être assis ici devant cet iPhone, je le redis. Je pense que de toute manière, ces vidéos manqueront de saveur comparées à ce qu'est une véritable conférence avec un auditeur, avec un auditoire. Mais même si d'ailleurs je ne crois pas à l'éloquence assise, je ne crois même pas à la pensée d'un discours en étant assis, il faut néanmoins s'adapter. L'éloquence est une question d'adaptation. Si je commençais à me mettre debout et à gesticuler dans tous les sens, comme s'il y avait 400 personnes devant moi, je serais totalement hors ton et donc sensiblement agaçant. L'éloquence est une question aussi d'adaptation permanente, donc au regard de la situation, assis sur un bureau est probablement plus adéquat pour parler d'éloquence. Donc il y aura tout ce qui a trait au non-verbal dans un deuxième module de vidéo. L'importance du silence, sans lequel il n'y a pas d'éloquence parce qu'il n'y a pas de musique, la question du rythme, la question du ton, la question de la gestuelle. Alors je n'aime pas la gestuelle, je n'aime pas mettre un singulier devant le terme gestuel. Nombre de professeurs d'art oratoire ou d'art dramatique font un petit peu un catéchisme de la gestuelle. On vous apprend à longueur de dizaines d'heures à être en parallèle au sol, la main à une certaine hauteur. Je ne crois pas beaucoup à toutes ces règles absolues de la gestuelle. Je pense qu'il y a effectivement des gestes à proscrire, à bannir et certains à accueillir avec bienveillance. Néanmoins, comme disait Sacha Guitry, tous les gestes sont bons quand ils sont naturels, ceux qu'on apprend sont toujours faux. Donc, prendre quelques règles qui aident à se sentir plus libre grâce aux gestes, oui. La gestuelle qui nous emprisonne, assurément non. Une autre vidéo sera également consacrée à la question de la peur. C'est bien sûr un sujet qui revient très souvent, la question de la peur. Comment tuer la peur? Comment annihiler la peur? Ce qui est d'abord une première erreur, parce que la peur n'a pas à être annihilée ou tuée. Il s'agit de l'appréhender différemment. Mais la peur féconde l'orateur. La peur est vitale pour l'orateur. Il n'y a pas de talent sans peur. Donc voilà le plan qui sera le mien, avec différentes vidéos que vous aurez tout le loisir de regarder, d'arrêter. C'est peut-être le seul avantage comparé à la conférence, c'est que vous êtes maître du temps, vous êtes maître de la vidéo. Une fois que celle-ci est filmée et envoyée, elle vous appartient. Vous décidez quand est-ce qu'on arrête, vous décidez quand est-ce qu'on reprend. Moi, de toute façon, je serai là, je vous attends. Et enfin, dans cette introduction,
un dernier mot qui me semble important, excusez-moi, je vais remettre ma montre parce que celle-ci commence un petit peu à trop gesticuler, vous voyez, les aléas du direct qui n'est pas du direct, mais je ne vais pas couper pour une question de montre, d'autant que j'aurai l'occasion de vous le dire, l'éloquence et l'art oratoire, c'est savoir se servir en permanence des imprévus. Si vous faites un bug ou un lapsus douteux lorsque vous plaidez, n'essayez jamais de mettre tout ça sous le tapis, jouez-en. Servez-vous des imprévus, ils sont véritablement utiles pour l'orateur. Mais donc un dernier point sur ces propos introductifs, je tiens à préciser, comme je le précise lorsque je fais des conférences, Montaigne écrivait « Je n'enseigne pas, je raconte ». C'est un peu ça. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un professeur, de vous donner des certitudes sur un ton professoral et péremptoire. Je n'ai d'ailleurs, à titre personnel, pas beaucoup de certitudes. J'ai au mieux des convictions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense avoir la chance de ne pas confondre mon opinion avec une absolue vérité indépassable. Donc je ne suis pas un prof. Il y a là des conseils, il y a là des visions. La plupart d'entre vous, peut-être, pour ceux qui regarderont cette vidéo, ne me connaissent pas. Donc, au passage, c'est peut-être pas bête de le dire, je m'appelle Samuel Savarel. J'ai fait des études de droit, je fais des études de droit. Je me prédestine, je l'espère, si le monde rouvre un jour à la carrière d'avocat pénaliste. J'ai fait de nombreux concours d'éloquence et depuis 2 ans, je suis formateur, coach, selon l'expression, en prise de parole en public. Mais tout ça, ce sont des termes, parce qu'on aime catégoriser, c'est vous et vous seuls qui jugerez la pertinence des propos qui vous seront tenus. Mais donc je ne suis pas un prof, vous êtes libre de considérer que les propositions qui vous seront faites ne sont pas les bonnes, et vous êtes libre même de m'écrire, de m'insulter, c'est votre droit le plus total. Donc voilà pour ces quelques propos introductifs. Avant de parler du verbal, avant de rentrer dans le détail de la question de l'improvisation ou de la non-improvisation, il y a un point que j'aimerais aborder. C'est aussi un lieu commun qui revient souvent, un étonnement. Lorsqu'il s'agit d'éloquence, de concours d'éloquence, parce que ces vidéos-là, foncièrement, ont vocation à vous aider à développer votre talent en art oratoire, mais elles auront certainement vocation aussi à servir à celles et ceux qui voudront faire des concours d'éloquence, parce que c'est la première étape pour véritablement progresser. On critique beaucoup les concours d'éloquence, et à raison parfois. Ce qui est critiquable, c'est peut-être le microcosme des associations d'art oratoire. Mais en revanche, l'exercice de l'art oratoire, l'exercice de l'éloquence via les concours, il est vital. Parce qu'à la faculté notamment, et c'est vrai pour d'autres études, nous sommes orphelins de la parole. On nous forme, voire on nous formate à l'écriture. Si vous sortez de 5 ans de droit, vous saurez probablement penser en 2 parties et 2 sous-parties, mais votre parole, à quel moment avez-vous véritablement eu l'occasion de la développer, de progresser? Ce n'est pas un oral perdu dans je ne sais quelle matière mineure ou un exposé en TD où le chargé TD ne vous écoute pas, qui peuvent véritablement donner un orateur. Et l'école de formation du barreau n'est pas d'un grand recours ni d'un grand secours. Voilà, ça ne s'improvise pas d'être bon à l'oral, ça nécessite quelques travail, quelques labeurs au préalable. C'est dommage d'attendre la dernière année de formation pour se découvrir, et donc dès la L1, dès la L2, L3, M1, M2, des concours d'éloquence sont là. Et donc j'encourage véritablement toutes et tous à faire ces concours d'éloquence-là, non pas pour le titre, parce qu'on n'en a strictement rien à faire, il n'y a rien d'autre à gagner que d'aller à la rencontre de soi-même, de se confronter à sa prise de parole en public. Car de toute évidence, plus tard, les enjeux ne seront pas les mêmes. Si vous avez à assurer les intérêts d'un homme, d'une société, la défense d'un homme qui risque je ne sais quelle peine d'emprisonnement ou de réclusion, évidemment que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais si vous vous êtes accoutumé très jeune, très tôt et avec régularité, la mécanique reste la même, celle de se confronter à la prise de parole en public, celle de savoir jauger, prendre le pouls de son auditoire, de son attention, le rythme, la peur, le sang, l'accélération cardiaque, le ventre qui nous torture, la gorge qui se serre, les mains moites, tout ça. Ce sont des réalités qui resteront les mêmes dans un concours d'éloquence et devant un auditoire.
Donc j'encourage foncièrement tous ceux qui le souhaitent à faire des concours d'éloquence. Alors, question de talent ou question de travail? L'art oratoire, sur cette notion, est-ce que c'est une question de don ou est-ce que c'est une question uniquement d'abnégation? C'est un débat qui existe depuis que les débats sur l'art oratoire existent. Vous pouvez déjà retrouver des traces de cette confrontation entre Isocrate et les sophistes. Je ne vais pas rentrer ici, je n'ai pas vocation à faire un cours sur l'histoire de l'éloquence, qui est un sujet passionnant. Et à cet égard, j'encourage peut-être à ceux qui ont du temps à lire L'âge de l'éloquence de Marc Fumarolis. C'est un petit peu conséquent, mais c'est absolument passionnant. Ou en plus synthétique, il y a l'introduction à la rhétorique de Reboul, qui est également un sujet passionnant. Oui, je vais essayer de faire une forme de bibliographie au fil de cette intervention. Question de talent ou de travail, alors il y a deux extrêmes. Certains considèrent que c'est véritablement un art réservé à ceux qui ont été gâtés par la nature ou par Dieu, selon les conceptions que l'on a de la création. Certains sont nés avec un don qu'il s'agira de développer plus tard, et les autres, eh bien, travailleront dans le silence d'un cabinet, seront juristes de cabinet ou fonctionnaires dans le plus grand des silences. D'autres considèrent à rebours que l'éloquence n'est qu'une question de travail, ce n'est qu'une question de volonté. Et même certains professeurs de rhétorique contemporains pensent que tout le monde peut devenir exactement, arriver au même niveau d'éloquence, que tout le monde peut devenir un immense orateur. Bon, comme disait Molière, la parfaite raison fuit toute extrémité. Je pense qu'il y a une part de vérité dans la nuance. Il n'y a pas de vérité absolue, et l'orateur garde à l'esprit que ne serait-ce que l'anagramme de la vérité donne relative. Néanmoins, à mon sens, il y aura toujours des gens qui ont quelque chose en plus. Voilà 4-5 ans que je traîne mes guêtres dans les tribunaux, dans les cours d'assises, dans les concours d'éloquence. J'ai dû voir des centaines et des centaines de candidats et d'avocats. Certains ont, pour paraphraser une formule de Jean Kelevitch, il me semble, un je ne sais quoi en plus. Certains seront toujours meilleurs que d'autres. Il y a, il est vrai, une question visible, mais probablement indescriptible, celle du talent. Certains ont un charme, une prestance, une aura, qui fait qu'on les écoute. Je m'en rends compte lorsque je fais des concours, vous pouvez voir 20 candidats en une journée, certains sont bons. Agréables à entendre, c'est pas mal, c'est propre. Et puis d'autres vous marquent. Vous êtes presque nostalgique lorsqu'ils arrêtent de parler. Cela relève certainement du talent qui n'est pas forcément explicable. Il y aura toujours une différence. Voilà. Vous pouvez travailler, on va prendre deux François, il y aura François Mitterrand, immense orateur, je ne parle pas de politique, que vous soyez de gauche ou non, on n'en a strictement rien à faire, mais François Mitterrand était un immense orateur. Il émanait de cet homme une force invisible, mais vous pouvez être suspendu à ses lèvres des heures durant, même lorsque la maladie s'est emparée de lui et qu'il était véritablement affaibli, il était encore largement au-dessus du lot. Un autre François, François Hollande, roi de la petite blague, mais à mon sens, ça n'engage que moi, ce n'est pas un orateur. Un bon tribun, parfois en élection présidentielle, mais assurément pas un orateur. Même lorsqu'il y avait les attentats ou dans les heures les plus sombres qu'a connu la France, il venait à la tribune, faisait un discours, le ton, le rythme, la voix, le regard, on avait l'impression qu'il lisait une notice Ikea. C'était franchement... c'est ma vision, donc de François Mitterrand, François Hollande, ou de Jean-Marc. Vous allez me dire décidément, mais Jean-Marc Varro, qui était un immense avocat pénaliste, un immense orateur, et Jean-Marc Ayrault, dont probablement personne ne se souvient ici, il avait été Premier ministre sous François Hollande, je ne sais plus qui avait dit, il a l'éloquence d'une huître. C'est un peu ça, parce qu'il a effectivement, c'était franchement pas... c'était pas grandiose. Donc,
question de talent ou de travail, c'est une question de nuance. Le talent sans travail meurt et le travail sans talent peut faire naître l'éloquence. Je suis d'ailleurs de ceux qui se rangent davantage du côté du travail. Le problème du talent, c'est que certainement c'est une invitation à se contenter. Le talent est dangereux parce que si l'on pense que ça suffit, c'est la mort. Le talent n'est rien d'autre qu'une invitation à travailler peut-être encore plus que les autres. Le talent a ce danger-là. On va considérer que c'est bon. Comme dit Marc Bonan, la nature a veillé. Et alors on ne va plus se tuer à la tâche. Et c'est là que c'est le début de la fin. À l'opposé, certains considèrent que le talent n'est qu'une question de travail. Vous pouvez prendre notamment, il y avait une interview célèbre et sublime de Jacques Brel, où il dit, grosso modo, je ne m'en souviens plus dans le texte, mais que le talent c'est qu'une forme de volonté, que tout le reste c'est de la sueur, c'est de l'abnégation, que le talent c'est de vouloir quelque chose et de se battre pour ce quelque chose. Jouvet également, qui était un immense homme de théâtre et qui dans ses livres a donné 1000 conseils incroyablement utiles pour l'orateur, parlait de la vocation du comédien, vocation, talent, appelez ça comme vous voulez, et que finalement ce n'est jamais qu'un exercice répété qui fait naître une vocation, que la vocation c'est après qu'on en parle et pas au départ. Donc talent ou travail, je pense véritablement que c'est entre les deux. Ma certitude, ma conviction, c'est que chacun peut devenir la meilleure version de lui-même en éloquence. Et ce qui était une conviction est appuyé par le pragmatisme. Voilà maintenant plusieurs années que j'ai la chance, le privilège d'être sollicité par des étudiants, parfois par des gens du monde de l'entreprise et même notamment certains élèves avocats ou avocats qui veulent passer la conférence du stage. Je suis sûr de ça. Tout le monde peut se sublimer avec de la volonté, de la méthode, de l'abnégation, de la remise en question, accepter que sa vision de l'éloquence n'était pas la bonne, que sa vision de l'oratoire n'était pas la bonne, et chacun peut devenir la meilleure version de soi-même. Sculpte ta propre sculpture, dit Charpentier, deviens qui tu es, l'invitation philosophique nietzschéenne, est valable pour l'orateur, deviens l'orateur que tu es, qui sommeille en toi et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de se réveiller. Donc la fameuse phrase « j'aimerais bien mais c'est pas fait pour moi » est une erreur. C'est fait pour toi dès l'instant où tu as envie de le faire. Chacun peut progresser. Chacun peut devenir la meilleure version de lui-même. Une fois qu'on a dit ça, nous pouvons passer à la question du verbal. Discours écrit, intégralement rédigé ou parole libre. J'aurai l'occasion d'y revenir bien plus en détail, mais par exemple devant vous, j'ai plusieurs feuilles comme vous voyez, ce n'est pas un discours écrit. C'est une forme de plan avec des rappels, et j'y reviendrai sur l'importance du plan, pour que ce soit clair dans mon esprit, le plus clair possible pour l'auditeur, enfin pour celui qui regardera cette vidéo. Souvent, on entend « c'est un improvisateur de génie ». Ou mieux encore parfois, certains vous disent « c'est plus facile pour toi parce que tu improvises ». Mais on doit s'entendre sur ce qu'est l'improvisation. Que veut dire improviser? Il n'y a rien de plus préparé qu'une improvisation. L'improvisation, ce n'est pas prendre un sujet, le lire 10 minutes avant et au petit bonheur la chance, on verra ce qui se passe, Inch'Allah. Non, ce n'est assurément pas ça. C'est avoir pensé, prémédité son argumentation, avoir un plan extrêmement clair
comme si vous étiez dans votre appartement depuis 10 ans, cet appartement que vous connaissez par cœur. Si vous éteignez la lumière, même dans le noir le plus absolu, vous pouvez vous diriger, vous savez où est quoi. De la même manière, un orateur a un plan, a un fil d'Ariane, a une argumentation. Ce qui va être improvisé, c'est en partie les mots pour le dire. Le discours intégralement rédigé, c'est la mort de l'éloquence. Et je vous disais, les centaines de concours, les centaines et centaines de candidats que j'ai pu voir, sur 10 candidats, 8 se trompent d'exercice et pensent qu'être éloquent, c'est être dans la déclamation d'un texte prémédité. Je vous le dis sans détour, c'est d'une nullité sans pareille. C'est mauvais. Personne n'a envie d'écouter quelqu'un qui lit. Personne ne va être subjugué par un discours lu. De surcroît, à nos âges, de la L1 au M1, sauf à s'appeler Albert Camus ou Victor Hugo, nos plumes ne sont pas transcendantes. L'éloquence, ce n'est pas la lecture d'un texte. L'éloquence se rapproche de la parole et du dialogue. La déclamation, c'est imposer un monologue à son auditoire. Et vous vous privez de ce qui fait l'essence même de l'éloquence, à savoir une création, là, tout de suite, maintenant, avec votre auditeur. Vous lui imposez un discours, alors que le discours doit se nourrir de l'orateur. Votre plan est prémédité, mais les mots pour le dire doivent être en partie façonnés par le moment, par l'instance. L'éloquence est une création où elle n'est rien. Lire un texte, alors quand on a un discours écrit, cela emporte plusieurs écueils fâcheux qui condamnent l'art oratoire. D'abord et avant tout, ce n'est plus véritablement vous-même. Même si c'est votre texte, vous l'avez fait la veille, l'avant-veille, il y a 2 heures, au moment où vous le déclamez, les mots sont emprisonnés sur cette feuille de papier et ce n'est plus vous. Vous êtes l'esclave de votre texte. Vous vous privez du rythme de la parole. Le rythme de la lecture n'est jamais conforme au rythme de l'écoute de l'auditeur. Vous vous privez du rythme naturel, celui que votre cœur va vous dicter, celui que votre musicalité va vous dicter. Vous vous privez des silences nécessaires, vitaux pour être éloquent. Vous vous privez du regard véritable, parce que qui a un discours est condamné à être davantage en tête-à-tête avec son texte qu'avec son auditeur. Qu'on s'entende, celui qui apprend le discours par cœur, c'est pire que celui qui lit. Parce qu'il est en tête-à-tête non plus avec l'auditoire, mais avec sa mémoire. Il y a un mur en plus entre l'orateur et l'auditoire lorsque celui-ci a un discours intégralement rédigé ou qu'il a appris par cœur. Et c'est pire d'apprendre par cœur que de lire un discours. Mais vous les voyez, ces candidats, parce que l'autre écueil de l'écriture, c'est que vous ne pouvez plus être dans le verbe naturel qui fonde et commande la conviction et l'envie qu'on a de vous écouter. Vous êtes dans cette chose prémâchée, préchauffée, où vous allez devoir forcer le trait. Parce que si vous lisez absolument, vous savez que personne ne vous écoute. Donc réflexe, c'est d'exagérer la chose. Les gens ont un discours et puis ça vous donne quelque chose approximativement comme ceci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, cher public, hier encore, alors que je pensais mon sujet, hier encore, alors que j'hésitais concernant mes arguments, je me demandais, messieurs les juges, mais vais-je réussir? Bon, on n'a qu'une envie, c'est de se pendre. Ce rythme-là ne sera jamais le rythme qui compte. Sur 10 candidats, avec un ton plus ou moins proche de ce que je viens de faire, sont dans la déclamation d'un discours. Mais si vous voulez, l'auditeur, consciemment ou inconsciemment, se sent comme un petit peu trahi lorsqu'on lui sert un discours préchauffé.
Lorsque l'orateur regarde sa feuille, je sais qu'il va me mentir. Parce que sa phrase, elle est préméditée à 100%. Et il m'est arrivé, dans le bonheur de juger des candidats à des concours d'éloquence, de demander aux gens leur discours. Puis-je voir ton discours? Et puis là, vous prenez ce discours. À lire, ce serait certainement agréable, mais tout est pensé. Il y a les virgules, les points-virgules, il y a même les silences entre parenthèses. C'est du Picard de l'art oratoire, c'est du congelé. À lire, probablement, ce serait agréable. Mais à entendre, ce n'est plus du tout la même chose. La pensée telle qu'elle naît pour l'écriture n'est pas la pensée de l'oralité. J'y reviendrai lorsqu'il s'agira de parler de la confection du plan, mais lorsque vous recevez un sujet, que vous prenez votre stylo assis et que vous commencez à écrire ou à pianoter sur un ordinateur, soyez certain qu'une fois que vous allez donner chair à votre pensée écrite, à l'oral, ça fait pchit. Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà pourquoi il faut se refuser à l'écriture intégrale d'un texte, parce que l'essence même de l'éloquence, c'est d'être dans le dialogue. Et vous savez, si j'ai un petit bonheur à retirer de toutes ces années de travail sur l'art oratoire, de formation, c'est la gratitude de celles et ceux à qui vous avez dit « lâche ton texte intégralement rédigé, parle ». Parle. Et ils vous disent « merci, j'ai enfin vécu ce bonheur de parler à un auditoire ». Un bonheur qui n'est pas garanti, un bonheur qui n'est pas certain, un bonheur qui peut échouer, mais un bonheur quand même, celui d'aller parler à un auditoire, et non plus de lui servir une déclamation. Un des plus grands avocats pénalistes qu'a connu le barreau, Maurice Garçon, avait un maître, Laborie. Lorsqu'est venue la première plaidoirie aux assises de Maurice Garçon, qui était un orateur déjà en puissance et tout le monde lui promettait une sublime carrière, Laborie a demandé à Maurice Garçon « fais voir ta plaidoirie ». Il avait rédigé sa plaidoirie. Laborie lit la plaidoirie de Maurice Garçon, lui confirme qu'elle est bien, que les idées sont bien, et là, devant Laborie, la déchire. Et il lui dit ceci, plaide, ne lis pas. Plaide, ne lis pas. Il y avait aussi Robert Badinter, dans son livre L'exécution. J'invite tout à chacun à aller voir cet ouvrage sublime de Robert Badinter. Il y a un passage où Badinter parle avec son maître Thorez de mémoire, et Badinter dit « l'avocat un tel », et Thorez de dire « ce n'était pas un avocat, il écrivait ses plaidoiries ». L'éloquence, ce n'est pas l'écriture d'un texte. L'éloquence, ce n'est pas la grandiloquence. L'éloquence, ce n'est pas le théâtral. Vous pouvez souvent entendre cette phrase, oui, c'est du théâtre. Non, c'est tout l'inverse. Évidemment que le théâtre et l'éloquence dialoguent. Évidemment qu'il y a des points où chacun peut apporter à l'autre. Tout comme l'écriture d'ailleurs. Mais ce n'est pas la même chose. Ils sont frères ennemis. Il y a 1000 choses à prendre pour l'orateur, chez Jouvet, chez Jean-Laurent Cochet ou chez Sacha Guitry. 1000 choses valables pour l'acteur, pour le comédien et pour l'orateur. Mais ce n'est pas la même chose. Vous ne déclamez pas un texte, vous devez convaincre, vous devez parler, vous devez plaider. La lecture d'un texte a tendance inévitable à exagérer la chose. Mais dans le mauvais sens, parce qu'évidemment que lorsque vous allez plaider, il y a du soin en sublimé, il y a des tons peut-être plus coriaces qu'à l'accoutumée, et moi-même là devant cette vidéo, le ton est plus appuyé, mais non pas parce que je ne parle pas comme ça dans la vie, mais parce que l'iPhone est un peu loin de moi, et il serait bête que je me prenne 1 heure ou 1 heure et demie de vidéo pour qu'au final vous n'entendiez strictement rien. Donc le ton est un petit peu plus prononcé, et lorsqu'il y a un auditoire ce sera pareil, mais la mécanique, la façon dont je m'exprime, les mots qui seront les miens, si nous avons un jour le plaisir d'échanger en face à face, vous verrez, ils sont similaires. Parce que l'éloquence, c'est la simplicité, c'est l'authenticité, qui n'est pas forcément la sincérité. On peut être authentique en étant tout à fait insincère, selon que vous avez
un sujet où la position qui vous est donnée est en conformité avec vos convictions, vous allez être insincère ou sincère, mais vous allez être authentique. C'est être simple, c'est être naturel. Alors, je ne dis pas que c'est un travail facile, et j'évoquais Louis Jouvet disait, c'est un travail très difficile que d'être naturel. Et Jules Renard de remarquer dans son journal, que de mal on se donne pour être original avant de trouver finalement son originalité chez soi. Vous ne serez jamais aussi bon, jamais aussi authentique, jamais aussi original qu'en étant vous-même. Refusez la prison du discours intégralement écrit. Préméditez votre argumentation au possible, comme cela sera détaillé dans une autre vidéo, et vivez ce bonheur singulier que de parler avec un auditoire. L'art oratoire, l'éloquence est une opération à cœur ouvert. C'est du cœur, écrit Goethe, que part la flamme qui force l'auditeur à vous ouvrir son âme. Et si vous n'êtes pas convaincu par Savarel, ce que je peux très bien concevoir, vous le serez peut-être par Charpentier, un livre que je conseille véritablement, Les remarques sur la parole, qui était très difficile à trouver pendant longtemps, mais qui a été réédité grâce à un avocat et un professeur de droit. C'est un petit chef-d'œuvre qui se lit très vite. Il y a quoi? Il y a une centaine de pages à peine, 110 ou 115 pages. Voilà ce que dit Jacques Charpentier, qui était un immense orateur et un immense avocat. L'orateur n'est pas une suite de phrases. Des phrases ajustées bout à bout sur une feuille de papier n'ont jamais convaincu personne, même si elles sont ingénieuses, pleines de sens, enjolivées avec goût. L'orateur a des préjugés, des habitudes, des entêtements, des rancunes. Il a un passé, une famille, une hérédité, un métier, une réputation, une expérience ou le charme de la jeunesse. C'est tout cela, sous les espèces de la parole qu'il jette dans la mêlée. L'orateur, c'est un homme ou une femme, ce n'est pas des phrases ajustées bout à bout sur une feuille de papier. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'orateur que vous serez au moment de parler. Faites confiance à celui que vous serez parce que vous aurez préparé clairement votre argumentation. Au nom de quoi? Les arguments que vous avez trouvés, que vous avez travaillé 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Vous avez donc polissé et repolissé votre pensée, votre argumentation. Au nom de quoi, devant un auditoire, voilà que la pensée va s'évaporer et les mots ne viendront plus. Si vous avez une cause à défendre, dit Goethe, manquerez-vous de mots pour vous faire entendre? Bien sûr que non. Et faites confiance au public également. Faites confiance au public. Le public a du talent. Il va confectionner avec vous. Et vous allez vous servir du moindre regard, du moindre silence, d'un sourcil qui vacille, d'un homme qui bâille, d'un bruit, de tout. C'est ça que vous allez mettre dans votre discours. Avec la pensée, elle, préméditée, l'argumentation préméditée, mais vous serez extrêmement libre. Faites-vous confiance. Vous aurez du talent le jour J. Si vous avez préparé le plan comme il le faut, si vous maîtrisez l'agencement de votre pensée, il n'y aura pas de souci. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que justement on prépare à se préparer? Comment on prépare son être, sa pensée, son intellect pour tendre vers l'improvisation? Je vous disais en préambule la phrase de Schopenhauer, tout ce qui est exquis mûrit lentement. À cet égard, je veux le dire, je ne vais pas ici vous proposer une espèce de pensée toute bête sur comment on devient un orateur. La première des nécessités prend du temps. L'art est long et le temps est court, oui. Mais les effets de ce que je vais vous développer maintenant se font vite sentir, bien plus vite qu'on ne le pense. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser avec obsession à l'éloquence, à l'art oratoire, j'ai eu la chance d'entendre un immense orateur, un des plus grands encore vivants. Je suis allé le voir à la fin de sa conférence et je lui ai demandé, j'étais je crois en première année de droit, quel manuel, quel livre me conseillez-vous pour pouvoir véritablement progresser en éloquence?
je m'attendais certainement à un manuel qui me donnerait des clés. Il m'a dit, si vous deviez en acheter un seul, achetez-vous un dictionnaire. Je ne vous cache pas que sur le moment, j'ai été surpris et peut-être même déçu par ce conseil. Par bêtise. Parce que foncièrement, si vous voulez pouvoir improviser, si vous voulez pouvoir dialoguer librement, qu'est-ce que cela nécessite? Cela nécessite d'être un petit peu sûr de ses moyens de langage, de son vocabulaire. Bref, en un mot, les mots. Il faut avoir une passion pour les mots, au bonheur des mots. Il n'y a pas d'éloquence sans obsession des mots. Vous voulez devenir un orateur? Alors fréquentez quotidiennement un dictionnaire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, celui de maîtriser des mots. Pour la simple et bonne raison que être bon à l'oral, être bon orateur, ce n'est pas seulement faire des effets de manche, loin s'en faut, ce n'est pas venir en costume cravate avec un sujet prémédité, ce n'est pas juste maîtriser un dossier, ce n'est pas maîtriser une jurisprudence uniquement, c'est avoir le mot juste au bon moment qui dès lors n'est plus juste un mot. On pense par les mots, dans les mots, avec les mots. Parler, c'est penser tout haut, et penser, c'est parler tout bas. Vous avez une limite pour l'improvisation et l'éloquence. Quelle est l'étendue de votre vocabulaire? Les mots, mécaniques, vivantes de toute éloquence. Ce n'est pas de moi, rassurez-vous, loin s'en faut, je n'aurai pas le temps de décrire le nombre d'études remarquables des philosophes ou des linguistes qui ont expliqué le lien consubstantiel entre le pouvoir penser, le pouvoir dire, le pouvoir des mots et le nombre de mots. Je me contenterai ici de certains, ceux qui, moi, m'ont le plus touché, ceux que j'ai découverts avec bonheur. Notamment Jacqueline de Romilly, qui dit ceci: « La pensée gagne en précision ce que le vocabulaire gagne en variété. » Les mots, mesdames, messieurs. Je m'étonne en allant dans des dizaines de conférences, de masterclass, où on nous explique durant des heures le geste, la main, le regard. Tout ça n'est que fioriture sans les mots. Il faut avoir des mots. Ça va donner un mème à mon avis, ce truc. Il faut avoir des mots. Mais foncièrement, c'est l'essence même de l'art oratoire. C'est avoir le mot juste au bon moment. Parce qu'on pense dans les mots, parce que la pensée ne n'est que des mots. Et lorsque vous avez un vocabulaire étendu, vous avez l'art de la nuance. Vous savez qu'à un moment donné, devant vos juges, vous voudrez évoquer la justesse et non seulement la justice. Vous savez que vous voudrez parler d'abnégation et non d'acharnement. Les mots, c'est pouvoir mettre la couleur exacte. C'est comme le peintre. Demandez à un peintre, que ferait-il sans les palettes, sans les couleurs? L'orateur a besoin des mots. Et ils doivent être nombreux. Et c'est assez simple pour chacun d'entre nous. C'est un exercice quotidien facile. Il n'y a pas une journée qui passe sans que l'on tombe nez à nez avec un mot dont on n'est plus très sûr de la définition ou dont on ne connaît même pas la définition. Et si vous ne croisez pas au moins 2 ou 3 mots par jour dont vous n'êtes pas sûr de la définition, c'est que vous ne lisez pas assez. Il faut, alors moi j'ai des petits carnets, des petits calepins, il y en a beaucoup. Voilà, au détour de n'importe quel manuel de droit, de n'importe quel poème, de n'importe quel roman, 1 ou 2 mots que je ne connais pas, je le note dans mon carnet et je me réserve 1h30, 1 heure peut-être, allez, par semaine, pour aller voir la définition des mots et les marquer. C'est encore plus facile de nos jours. Il y a des applications de dictionnaire, vous allez le voir, vous le prenez en screen, vous en faites un album. Moi j'ai des albums de mots dans mon iPhone et c'est un bonheur. Vous verrez le bonheur de découvrir un mot. Découvrir un mot, c'est découvrir un monde. C'est le champ des possibles qui s'ouvre. C'est si vrai que Sacha Guitry écrivait « Lorsque je découvre un mot, je me demande comment j'ai pu m'en passer jusque-là. » Et lorsque, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, faites-vous des promesses à vous-même et celles-là, tenez-les.
comparez le nombre de mots que vous avez entre septembre et janvier, entre janvier et avril. Avoir 40 mots de plus, c'est déjà avoir un monde de plus pour pouvoir convaincre. Tout ça pour vous dire que si on fréquente quotidiennement les mots, on n'est plus rassuré. On recourt à l'écriture d'un texte intégralement rédigé par la peur. La peur que le moment venu, les mots nous manquent. Et comment ferais-je si ça ne vient pas? Et comment ferais-je si le mot, le verbe que je veux m'abandonne au dernier moment? Alors je recours à un texte et je n'ai plus peur, mais je me tue en faisant ça, parce que l'éloquence ne connaît pas la sécurité absolue d'un discours écrit. Et si vous maîtrisez un vocabulaire, les mots, eh bien, vous êtes beaucoup plus rassuré. Alors on fera toujours, et je vais en faire de nombreuses dans cette vidéo, comme je le disais, peut-être des erreurs de conjugaison, des liaisons douteuses, mais qu'importe, au moins vous aurez le droit de parler et non plus de lire, de convaincre et non plus de déclamer. Et vous serez drogué, addict de cette sensation. Vivez-la une seule fois, vous en serez éternellement nostalgique. Vivez ce bonheur de parler avec un auditoire. De n'être pas derrière un discours qui vous enferme et vous éloigne, alors que tout l'art de l'éloquence, c'est de réduire la distance qui existe entre vous et votre auditoire, entre vous et vos juges. Vivez ce bonheur-là une seule fois. Il n'y a aucun doute. L'éloquence, c'est la pensée, c'est l'intelligence qui cavalcade. La pensée, la justesse du trait, la pertinence du propos est conditionnée, limitée par les mots. Et si vous en doutez, je vous invite à lire ce livre de Clément Rosset, Le choix des mots, qui explique magnifiquement bien, en très peu de pages là encore, l'importance, le lien consubstantiel entre les mots et le pouvoir dire. Sans le mot, la pensée n'est qu'un fantôme en attente de corps, dit Clément Rosset, et Marc Bonan qui utilisait la formule « c'est une intuition aléatoire ». Alors voilà, mesdames, messieurs, premier point pour l'improvisation. Je sais que ce n'est pas très traditionnel, très conventionnel de s'attarder décidément à ce point sur les mots, mais je n'ai pas vocation à être traditionnel, je n'ai pas vocation à être conventionnel, je n'ai pas vocation à être éloquemment correct. Je peux me permettre parce que j'ai dit en préambule que je n'avais pas ici vocation à être dans la certitude ni professeur. Vous serez libre donc de faire cet exercice. Mais on en reparle si vous le faites. Si vous vous réservez un petit temps, au début ça va vous sembler peut-être oui, un petit peu forme de labeur, mais après vous allez être addict de cela. Et vous reviendrez avec bonheur chercher les mots et reprendre les mots que vous avez trouvés. Jean Giono, qui a écrit à propos de l'affaire Dominici, commence en disant ceci: c'est un procès de mots. Voilà. Les mots, les mots, les mots. Vivez le bonheur des dictionnaires. Tout simplement. Un dictionnaire, c'est tous les livres en un livre. Un livre, c'est un dictionnaire dans le désordre. Vivez ce bonheur-là. Ça. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Alors là, ça va faire un petit peu Moïse et l'étape de la loi. Mais vraiment, c'est un bonheur. Vous découvrez le sens, l'étymologie. Alors vous regrettez de ne pas avoir fait de latin ou de grec pour les ignares de l'enfance comme je l'ai été. Mais foncièrement, c'est un bonheur sans pareil. Et vous serez un bien meilleur orateur. Tous les formules de rhétorique ne serviront à rien si vous ne pouvez traduire avec justesse votre pensée. Donc, très important, les mots. La poésie également. Là encore, quelque chose qui va vous surprendre. Pas grave. La poésie. Lamartine, Victor Hugo, Baudelaire, Verlaine, qu'importe. Jacques Charpentier, que j'évoquais tout à l'heure, disait « Celui qui veut devenir un bon orateur, qu'il apprenne des vers par cœur. » Pourquoi des vers par cœur?
assurément pas pour plaider en vers, je vous en conjure, ne faites pas cette erreur lamentable de candidats qui viennent plaider en vers. C'est insupportable, ça n'en finit pas. Il y a peu de temps, j'ai jugé un concours d'éloquence et un des candidats avait plaidé en vers. Je me suis permis, je lui ai dit, qu'à cela ne tienne, puisque tu aimes les vers, je vais t'en servir, ils sont de Molière. Dans le Misanthrope, je lui ai dit ce que Alceste dit à quelqu'un qui vient de solliciter. Pourquoi ce besoin si pressant de rimer, et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer votre sonnet et bon à mettre au cabinet? C'est fade. Il ne s'agit pas d'apprendre des vers par cœur pour plaider en vers. On apprend des vers par cœur parce que ça donne du relief et de l'épaisseur à l'âme. Parce que la poésie a un lien, là encore consubstantiel, avec l'éloquence. C'est si vrai que Voltaire, dans ses correspondances à Frédéric II, lit la poésie et l'éloquence lorsqu'il écrit « L'éloquence et la poésie nécessitent toute une vie d'un homme pour bien les comprendre ». Pourquoi est-ce que Charpentier ou Voltaire ou d'autres expliquent à l'orateur en devenir qu'il faut fréquenter la poésie? Parce que l'éloquence est aussi ça, c'est faire naître son et image dans l'esprit de qui nous écoute. C'est avoir une musicalité dans les mots, pas dans l'artifice, pas pour tronquer, tricher ou cacher, mais parce qu'il y a ce que les mots disent et il y a la musique qu'ils font retentir et ressentir. Et ça, c'est vital pour l'orateur, pour celui qui veut véritablement devenir un orateur. Un discours sans authenticité et sans musicalité, c'est du verbiage qui n'en finit pas. Alors, fréquenter la poésie. Qu'est-ce que cela coûte? On passe des heures et des heures sur Instagram, sur Twitter, ce qui ne vous apporte rien, ça nous apporte rien, c'est une invitation à la bassesse et à la débilité. Moins de stories par jour et plus de Victor Hugo, ça vaut le détour. Hugo ou Lamartine ou Verlaine, Nicolas Boileau, si vous êtes plutôt sensible au 17e. Mais vivez ça, là encore, vivez ce bonheur-là. Et vous verrez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne s'agit pas de faire ça 10 heures par jour. Vous êtes déjà bien pris par vos études, mais 1 heure le soir, 30 minutes le soir, 1 heure par semaine, 30 minutes par semaine, de fréquenter le vocabulaire et la poésie, et vous verrez à quel point cela facilite très vite la possibilité de se laisser porter par son verbe. Autre point, et j'en terminerai par là pour cette vidéo-là, avant dans l'autre vidéo de parler de la confection du plan, soignez votre vocabulaire au quotidien. Vous ne pouvez pas vouloir être bon improvisateur des mots en ayant un viatique langagier quotidien qui tend vers le familier. Alors il ne s'agit pas d'avoir un français de sachant ou de savant, d'essayer de faire montre des muscles de l'intellect, que non pas, parce que là c'est aussi fade. Mais faites-vous violence pour parler dignement, correctement au quotidien. Le moindre café, la moindre pinte des bières avec des amis, c'est un entraînement d'oratoire pour l'oratoire. Non pas qu'il va s'agir de plaider, de convaincre qui que ce soit, encore que, vu que les débats politiques, c'est une passion à la française et que chacun veut raconter sa vie et certains de détenir la vérité, ça peut tendre à cela. Mais non, c'est l'occasion d'avoir un verbe correct. Éviter les du coup, tous les 2 mots. C'est insupportable, c'est la nouvelle conjonction de coordination. Mais où est donc du coup ornicard? C'est horrible pour les oreilles. Éviter les impactés. C'est pas français. Alors là, on est en temps de coronavirus. Ça a montré un autre virus, celui de l'anglicisme. Impacté par-ci, impacté par-là, l'économie impactée. C'est le dictionnaire qui est impacté. Ça n'existe pas, impacté. Pardon, je m'emporte, je devrais pas. Qu'est-ce que j'ai contre ce mot? Je sais pas. Il m'exaspère au possible. Éviter les meufs, mecs, gros. Voilà. Et éviter. Mais il ne s'agit pas d'avoir un viatique, un vocabulaire d'académicien, mais juste, c'est plus facile ensuite d'avoir un phrasé correct en éloquence lorsqu'on prend la peine au quotidien juste d'avoir un français qui répond d'une certaine correction. Encore une fois, ça n'évitera pas de faire des fautes, au même titre que je vais en faire dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, ça vous permettra d'être simple, d'être authentique, de parler franc, de parler vrai, sans être forcément sincère,
mais venez comme vous êtes. L'éloquence, c'est McDonald's. Venez comme vous êtes. Donc soignez son vocabulaire au quotidien et enfin, parlez tout seul. Oui, mesdames, messieurs, quand on me demande quel exercice je conseille pour pouvoir improviser, je vous le dis sans détour, parlez tout seul. Jacques Charpentier que j'évoquais dit ceci, j'adore cette phrase, si vous voyez quelqu'un parler tout seul dans la rue, c'est soit un fou, soit un orateur. Soyez un orateur fou au pire. Mais en fait, lorsque vous vous accoutumez à penser à haute voix, eh bien c'est infiniment plus simple. Donnez-vous des sujets, inventez-vous des sujets et entraînez-vous. L'amour est-il une chance? Allez, j'ai 5 minutes pour me parler à moi-même. Et vous verrez, vivez ce bonheur, en plus c'est un bonheur de parler, de penser à haute voix. Et d'autant que ça va rejoindre ce qu'on verra dans une autre vidéo, la question de la préparation du discours, qui est non pas de l'écriture vers l'oralité, mais de l'oralité vers l'écriture du plan. Je parle et pense mon sujet ou mon dossier, et ensuite je vais vers la rédaction d'un plan. Mais les idées naissent d'abord à l'oral. Vivez ce bonheur-là de parler quand vous le pouvez. Chez vous, dans la rue, évitez si vous avez vraiment peur d'être pris pour un fou. Mais parlez tout seul le plus possible. On a envie de parler tout seul. J'évoquais Instagram. Instagram, c'est la trahison de toutes nos bassesses. Et là-dessus, on est tous dans le même bateau. Mais les gens qui font des stories où ils parlent à leur iPhone, évidemment que ça va être vu par les autres. Mais foncièrement, c'est un besoin de se parler à eux-mêmes. Parlez à voix haute. Pensez à voix haute. Les mots. La poésie. L'attention à son langage quotidien. Et parler de temps en temps tout seul, à voix haute, sur n'importe quel sujet. Voilà 4 éléments qui permettent, en peu de temps, de se sentir libre d'improviser les mots et de ne plus être enfermé dans un discours. De telle sorte que vous pourrez respecter ce que dit Jean-Marc Varro, les mots de l'orateur disent au dehors ce qu'il est au dedans. On est ce qu'on plaide, on plaide ce que l'on est, avec toutes les imperfections que cela engendre, parce que je vous le dis clairement, l'éloquence, ce n'est pas une perfection, loin s'en faut. La perfection, le discours carré, parfait, ça ennuie. On veut de la blessure, on veut de la cassure. Venez avec vos doutes, venez avec vos peines, venez avec vos treks dans votre tête. Hein. Venez avec vos désillusions, venez avec vos blessures. C'est tout ça que vous mettez dans la bataille. Et les mots, plus la palette de votre vocabulaire est large, plus vous pouvez vous permettre ceci. Donc, voilà pour la grande notion d'improvisation. Vous avez compris qu'il n'y a rien de plus préparé qu'une improvisation. Dans une autre vidéo, si vous avez envie d'aller la voir, je vais parler du plan, de la confection du plan, non. Un enclos pour être libre. La structure, j'évoquerai l'importance de l'exorde, de l'argumentation et de la péroraison. Et puis ensuite, viendront les autres vidéos, celles qui auront trait au non-verbal, où j'évoquerai les silences, la question de la peur, la question des regards, la question de la gestuelle, ou plus exactement des gestuels. À celui ou à celle qui m'aura écouté jusque-là, merci beaucoup. Et j'espère à très bientôt dans une autre vidéo. Ça fait un peu youtubeur là comme conclusion, mais j'ai pas trouvé mieux.